La piste du crime par Wilkie Collins. Partie 7 du livre audio. 21. Je vois ma route. À la pâle lumière du jour naissant, je fermais le compte-rendu du jugement de mon mari accusé du meurtre de sa première femme. Je n'éprouvais aucune fatigue. Je n'avais pas la moindre envie, après ces longues heures de lecture et de méditation, de me mettre au lit et de dormir. C'était étrange, mais c'était ainsi. Je ne me serais pas sentie autrement si, après une nuit de bon sommeil, je m'étais réveillée à l'instant, animée d'une nouvelle résolution et comme une femme nouvelle. Maintenant, enfin, je pouvais comprendre que Stache se fût éloigné de moi. Pour un homme ayant des sentiments aussi délicats que les siens, quel martyre n'eussent pas été de se trouver en présence de sa femme, sachant qu'elle venait de lire cet abominable compte-rendu et toutes les accusations dont, aux yeux du monde entier, il avait été l'objet. Je sentis cela, exactement comme il l'aurait senti lui-même. Mais, en même temps, je pensais qu'il aurait pu avoir confiance en moi et revenir chercher près de moi un apaisement au supplice qu'il avait souffert. Peut-être, me dis-je, finira-t-il par là ? Et sur cette pensée, je revins à lui tout entière et je lui pardonnai du fond de l'âme. Un dernier point, un seul, en dépit de ma philosophie, me tenait douloureusement au cœur. Eustache aimait-il encore secrètement Madame Bowley ? Ou mon amour avait-il éteint en lui cette passion ? J'aurais bien voulu savoir aussi quel était le genre de beauté de cette femme, et si, par hasard, elle et moi, nous nous ressemblions le moins du monde. La fenêtre de ma chambre regardait l'Orient. J'ouvris les rideaux et vis le soleil se lever majestueusement dans un ciel pur. La tentation de sortir pour respirer l'air frais du matin fut irrésistible. Je mis donc mon chapeau et mon châle et je sortis, le compte-rendu du jugement sous le bras. Je n'eus pas de peine à tirer les verrous de la porte de derrière de la maison. Et bientôt, je me trouvais dans le charmant petit jardin de Benjamin. Calmé et fortifié par la douce solitude et par l'air délicieux que je respirais, je me sentis le courage de regarder en face le sérieux problème qui me tenait en échec. Le problème de l'avenir. J'avais lu le jugement. J'avais fait vœu de consacrer ma vie à cette œuvre sainte. La revendication de l'innocence de mon mari. Seul et sans aide, je renouvelais envers moi-même l'engagement solennel de mener à bien ce dessein irrévocable. Mais comment m'y prendre ? Par où commencer ? Dans ma position, la façon de procéder la plus résolue et la plus hardie était en même temps la plus sage. Le rôle important qu'il avait joué dans le procès me donnait d'excellentes raisons de penser que la personne dont les conseils et l'assistance devaient m'être utiles était Misérimous Dexter. Sans doute, il pouvait tromper mes espérances. Il pouvait me refuser son secours. Il pouvait, comme mon oncle, juger que j'avais perdu la raison. Oui, tout cela était possible. Mais je ne m'en attachais que plus fortement à ma résolution de tenter l'épreuve, et je décidai que, s'il était encore au nombre des vivants, ma première démarche serait de rechercher le pauvre estropié au nom bizarre. Mais voyons, me disais-je, supposons qu'il me reçoive, qu'il me soit sympathique et qu'il me comprenne. Que me dira-t-il ? La garde-malade, dans sa déposition, l'a représenté comme un homme au ton vif et brusque. S'il me demande, ce qui est fort probable, qu'espérez-vous ? Et en quoi puis-je vous aider ? Ai-je des réponses toutes prêtes à ces deux simples questions ? Eh bien oui, pourvu que j'ose m'ouvrir à cette créature humaine de ce qui, en ce moment, fermente secrètement dans mon esprit. Oui, pourvu que je prenne sur moi de confier à un étranger le soupçon qui me poursuit depuis que j'ai lu le jugement de mon mari. Ce soupçon, jusqu'ici,
Je n'ai même pas eu le courage de le mentionner dans cet écrit. Il faut cependant bien y venir, car ce soupçon me conduisit à des résultats qui font partie de mon histoire, partie de ma vie. Je commencerai par avouer qu'en fermant le compte-rendu, je m'étais trouvé, sur un point important, complètement d'accord avec mon ennemi et l'ennemi de mon mari, le procureur général. Il avait caractérisé l'explication de la mort de madame Eustache Macallan, présentée par la défense, un grossier subterfuge, dans lequel aucun être doué de raison ne pouvait discerner l'ombre d'une probabilité. Sans aller aussi loin, je ne pouvais non plus trouver dans les témoignages aucune raison qui pût faire croire que la pauvre défunte eût pris, par erreur, une trop forte dose de poison. Qu'elle eût eu secrètement de l'arsenic en sa possession, qu'elle s'en fût servie ou eût formé le projet de s'en servir pour s'éclaircir le teint, cela, pour moi, ne faisait guère de doute. Mais aller plus loin m'était impossible. Plus j'y pensais, plus la justice me paraissait bien fondée dans sa déclaration que madame Eustache Macallan était morte de la main d'un empoisonneur et qu'il y avait lieu de poursuivre l'auteur de ce crime. L'erreur de la justice, erreur certaine, complète pour moi, était d'avoir accusé mon mari de ce crime. Mon mari étant innocent, il fallait bien, dans mon propre sentiment, que quelque autre fût coupable. Qui donc, parmi les hôtes de la maison, avait empoisonné madame Eustache Macallan ? Mes soupçons, en réponse à cette question, ne visaient qu'une personne, une femme. Cette femme était madame Bolie. Oui, telle était la conclusion renversante à laquelle j'étais arrivé, et qui, pour moi, résultait forcément de la lecture des dépositions. Qu'on se rappelle la lettre signée Hélène et adressée à M. Macallan. Lorsque cette lettre avait été mise entre les mains de madame Bolie, la cour l'avait dispensée de répondre à la question du procureur général. Mais quelle personne sensée pouvait douter que cette lettre eût été écrite par elle ? Eh bien, cette lettre ne montrait-elle pas, de la façon la plus convaincante, l'état d'esprit dans lequel se trouvait madame Bolie lorsqu'elle avait fait sa visite à Glenitch ? Écrivant à M. Macallan à une époque où elle était la femme d'un autre à qui elle s'était engagée avant d'avoir jamais vu M. Macallan, que lui dit-elle ? Elle dit « Quand je pense à votre existence sacrifiée à cette malheureuse femme, mon cœur saigne pour vous. » Et plus loin, « Si j'avais eu l'ineffable bonheur d'aimer et de chérir le meilleur, le plus aimable des hommes, dans quel paradis nous aurions pu vivre, quelles heures de délices nous aurions connues. Si ce n'est pas là le langage d'une femme éprise avec fureur, éprise sans pudeur d'un homme, qui n'est pas son mari, qu'est-ce que c'est donc ? Ses pensées sont tellement pleines de lui que, pour elle, l'idéal de l'autre monde est un monde où elle pourra s'unir à l'âme de M. Macallan. Dans cette condition d'esprit et de moralité, la dame, un beau jour, se trouve, par la mort de son mari, libre de disposer d'elle-même et de son amour. Aussitôt que le respect des convenances le lui permet, elle part, elle va faire des visites. Et, dans le temps voulu, elle vient habiter le toit de celui qu'elle adore. La femme de son hôte est au lit, malade. Le seul autre visiteur de Glenitch est un infirme, qui ne peut se mouvoir que sur une chaise roulante. La maison et, dans cette maison, l'unique objet de son amour sont tout à elle. Il n'y a entre elle et le bonheur ineffable d'aimer et de chérir le meilleur, le plus aimable des hommes, qu'un obstacle. La pauvre femme, laide et malade, pour laquelle M. Macallan n'a jamais éprouvé, ne pourra jamais éprouver le moindre sentiment d'amour. Est-il donc entièrement absurde de croire qu'une telle femme, poussée par une telle passion et environnée de telles circonstances, pouvait être capable de commettre un crime, si l'occasion se présentait de le commettre en toute sécurité ? Si nous revenons sur le témoignage de madame Bolie, qu'a-t-elle dit dans sa déposition ? Elle reconnaît avoir eu avec madame Macallan une conversation
dans laquelle celle-ci l'a questionnée sur les divers cosmétiques dont l'emploi peut servir à embellir le teint. Ne s'est-il rien passé de plus dans cette entrevue? Madame Bolie n'y a-t-elle recueilli aucune révélation, dont, plus tard, il eût été possible de faire un fatal usage sur les dangereuses expériences auxquelles se livrait son hôtesse, dans le but de donner à son teint l'éclat qui lui manquait? Tout ce que nous savons, c'est que, sur ce point, Madame Bolie a gardé le silence. Mais que dit l'aide jardinier? Il a entendu une conversation entre M. Macallan et Madame Bolie, de laquelle il résulte que la possibilité de devenir la femme de M. Macallan s'était forcément présentée à l'esprit de Madame Bolie et était, à n'en pas douter, considérée par elle comme un sujet de conversation infiniment trop dangereux pour qu'on puisse y arrêter. L'innocent M. Macallan aurait poursuivi la conversation. Madame Bolie est prudente et l'arrête. Et que dit enfin la garde-malade, Christine Ormsay? Le jour de la mort de Madame Eustache Macallan, la garde est priée par la malade de la laisser seule et descend. À ce moment-là, Madame Eustache Macallan était assez bien remise de sa première attaque pour se distraire en écrivant. La garde-malade reste absente environ une demi-heure, au bout de laquelle elle s'inquiète de ne point entendre la sonnette de la malade. Elle va trouver M. Macallan pour lui demander ce qu'elle doit faire. Et là, elle apprend qu'on ne sait où est Madame Bolie. M. Macallan demande à M. Dexter s'il l'a vue. Celui-ci ne l'a point vue. Or, à quel moment se place cette disparition de Madame Bolie? Au moment même où Christine Ormsay venait de laisser Madame Eustache Macallan seule dans sa chambre. Sur ces entrefaites, la sonnette de la malade se fait entendre. Madame Macallan sonne avec violence. La garde court à sa chambre et constate que, sous une forme nouvelle et plus grave encore, les alarmants symptômes du matin ont reparu. Il est 11h ou 11h moins 5. Une seconde dose de poison, plus forte que la première, a été donnée durant l'absence de la garde, et, notez ceci, durant la disparition de Madame Bolie. La garde, sortant dans le corridor pour appeler du secours, se trouve face à face avec Madame Bolie elle-même, qui, ne sachant rien de rien, sort de sa chambre à elle. Elle vient sans doute de se lever, à 11h du matin, pour savoir des nouvelles de la malade. Un peu plus tard, Madame Bolie vient, en compagnie de M. Macallan, rendre visite à la mourante. Celle-ci leur jette à tous les deux un étrange regard et leur ordonne de sortir. M. Macallan ne voit là qu'un accès d'impatience qu'explique les souffrances de la malade, et il reste dans la chambre pour dire à la garde-malade qu'il a envoyé chercher le docteur. Mais que fait Madame Bolie? Aussitôt que Madame Eustache Macallan lui lance ce regard, elle s'enfuit, terrifiée. Il n'est pas jusqu'à Madame Bolie, paraît-il, qui n'ait une conscience. N'y a-t-il dans tous ces faits, dont les témoins ont déposé sous la foi du serment, rien qui soit de nature à justifier les soupçons? La conclusion à tirer de tout ceci est pour moi évidente. C'est la main de Madame Bolie qui a administré la seconde dose de poison. Cela admis, il est logique d'en conclure que c'est elle aussi qui, de bonne heure dans la matinée, a également administré la première dose. Comment cela a-t-il pu se faire? Relisons les témoignages. La garde déclare que, de 2h à 6h du matin, elle a dormi. Elle parle aussi d'une porte de communication avec la chambre de la malade, porte fermée, dont la clé a été enlevée. Nul ne sait par qui. Quelqu'un a dû s'emparer de cette clé. Pourquoi ne serait-ce pas Madame Bolie? Un mot encore, et j'aurais complètement révélé tout ce que j'avais dans l'esprit. Misérimous Dexter, dans le contre-interrogatoire auquel il avait été soumis, avait indirectement avoué que, sur ce triste sujet de la mort de Madame Eustache Macallan, il avait une idée à lui. Il s'était en même temps expliqué sur le compte de Madame Bolie en termes qui montraient suffisamment qu'il n'était nullement l'ami de cette dame. La soupçonnerait-il aussi? Ma principale raison pour me décider à lui demander son avis
avant de m'adresser à aucun autre, était d'avoir l'occasion de lui poser cette question. Si vraiment il pensait d'elle ce que j'en pensais moi-même, rien n'était plus clair que la voie que j'avais à suivre. Après avoir vu Miserrimus Dexter, je n'aurais qu'à dissimuler avec soin mon identité et à me présenter sous le masque d'une inoffensive étrangère, à Madame Bolly. Sans doute, il y avait à tout cela des difficultés, mais la première et la plus grande était d'obtenir une introduction auprès de Miserrimus Dexter. L'air frais du jardin avait, depuis que je me promenais, exercé sur moi son influence calmante, et je me sentais plus disposée à me mettre au lit et à dormir qu'à me fatiguer plus longtemps l'esprit de la solution des difficultés que soulevait mon entreprise. Peu à peu, je me sentis trop endormie pour penser, trop paresseuse pour marcher. Mon lit, que j'apercevais en passant près de la fenêtre ouverte de ma chambre, m'invitait irrésistiblement. 5 minutes ne s'étaient pas écoulées que j'avais accepté l'invitation de mon lit et dit adieu, pour le moment, à mes anxiétés et à mes peines. 5 minutes de plus, et j'étais profondément endormie. Un petit coup discrètement frappé à ma porte fut le premier bruit qui me réveilla. J'entendis la voix de mon bon vieux Benjamin qui me parlait du dehors. « Ma chère, je crains que vous ne mouriez de faim si je vous laisse dormir plus longtemps. Il est 1h30, et un de vos amis est venu pour avoir le plaisir de déjeuner avec nous. » Un de mes amis? Quels amis avais-je? Mon mari était au loin, et mon oncle, désespérant de moi, m'avait abandonné. « Qui est-ce » criai-je de mon lit à travers la porte. « Le major Fitz-David » répondit Benjamin. Je m'élançai hors du lit. L'homme même dont j'avais besoin venait me trouver. Le major Fitz-David connaissait, comme on dit, tout le monde. Intime avec mon mari, il était impossible qu'il ne connût pas son vieil ami, Miserrimus Dexter. Avouerai-je que je pris un soin particulier de ma toilette, quitte à faire attendre le déjeuner? Quelle est la femme qui n'en eût pas fait autant, ayant une faveur particulière à demander au major Fitz-David? 22. Le major fait des difficultés. En me voyant ouvrir la porte de la salle à manger, le major accourut au-devant de moi. Avec son élégante redingote bleue, son sourire vainqueur, sa bague en rubis et le compliment toujours prêt à fleurir sur ses lèvres, il avait l'air vraiment du plus jeune et du plus brillant des hommes entre deux âges. C'était un plaisir de revoir ce moderne Don Juan. « Je ne vous demanderai pas de nouvelles de votre santé, » me dit le vieux gentleman. « Vos yeux, ma chère belle, m'ont répondu, avant même que j'eusse pu vous adresser ma question. À votre âge, il n'y a pas de fontaine de jouvence qui vaille un bon somme. Dormir la grasse matinée. Voilà le secret tout simple de conserver votre frais visage et de vivre une longue vie. »« Je suis bien loin, major, d'avoir dormi aussi longtemps que vous le supposez. S'il faut vous dire la vérité, je ne me suis couché qu'au jour. J'ai passé la nuit à lire. » Le major Fitz-David leva d'un air de surprise polie ses sourcils admirablement peints. « Quel est donc l'heureux livre qui vous a si vivement intéressé ?»« Ce livre est le compte-rendu du jugement de mon mari, accusé du meurtre de sa première femme. » Le sourire du major s'évanouit. Il recula d'un air consterné. « Ne me parlez pas de cet horrible livre !» s'écria-t-il. « Ne faites jamais allusion à cet affreux sujet. Qu'ont de commun la grâce et la beauté avec les assises, les empoisonnements et toutes ces horreurs? Quoi, charmant ami, voulez-vous profaner vos lèvres par de pareils discours? Voulez-vous mettre en fuite les amours et les grâces qui s'abritent dans vos sourires? Ne soyez pas insensible aux prières d'un vieux garçon qui adore les grâces et les amours, et qui ne vous demande que de lui permettre de se réchauffer au soleil de votre beauté. Le déjeuner est prêt. Chassons les soucis, rions et déjeunons. » Il me conduisit à la table et se mit à remplir mon assiette et mon verre de l'air d'un homme qui se considère comme engagé dans l'une des plus importantes occupations de sa vie. Cependant, Benjamin ne laissait pas languir la conversation.
Le major Fitz-David vous apporte des nouvelles, ma chère, dit-il. Votre belle-mère, madame Macallan, doit venir vous voir aujourd'hui. Ma belle-mère? Venir me voir? Je me tournai vivement du côté du major pour en savoir plus long. Madame Macallan a-t-elle eu des nouvelles de mon mari? Lui dis-je. Vient-elle ici pour me parler de lui? Je crois, en effet, qu'elle a eu de ses nouvelles, dit le major, et qu'elle en a eu aussi de votre oncle. Oui, notre excellent Starkweather lui a écrit. Mais à quel propos, c'est ce dont je n'ai pas été informé. Tout ce que je sais, c'est qu'au reçu de sa lettre, elle a décidé de vous rendre visite. Je me suis trouvé avec la vieille dame, hier, à une soirée, et j'ai fait tous mes efforts pour arriver à savoir si c'était en ami ou en ennemi qu'elle venait vers vous. Mais j'en ai été pour mes frais d'éloquence. Le fait est, reprit le major, du ton d'un jeune homme de 25 ans à qui l'on arrache un modeste aveu, le fait est que je n'ai pas de succès auprès des vieilles femmes. Acceptez l'intention pour le fait, ma douce amie. J'ai tenté de vous être utile, et j'ai misérablement échoué. Ces paroles m'offraient justement l'occasion que je désirais faire naître. Je résolus de ne pas la laisser échapper. « Vous pouvez m'être de la plus grande utilité, lui dis-je, si vous me permettez de faire appel à la bienveillance que vous m'avez toujours montrée. J'ai une question à vous faire. Et j'aurai peut-être une faveur à vous demander quand vous aurez répondu à cette question. » Le major Fitz-David posa le verre de vin qu'il était en train de porter à ses lèvres et me regarda de l'air d'un homme que la question qu'on lui fait intéresse au plus haut point. « Commandez, ma chère belle, je suis tout à vous, rien qu'à vous, dit le vieux et galant gentleman. Que désirez-vous de moi? Je désire savoir si vous connaissez Misérimous Dexter. Dieu du ciel! S'écria le major. Quelle question inattendue! Si je connais Misérimous Dexter, je le connais en vérité depuis bien plus longtemps que je ne voudrais. Cela ne me rajeunit pas. Mais dans quel but? Je puis vous dire en 2 mots quel est mon but, interrompis-je. Je désire que vous me présentiez à Misérimous Dexter. Je crois pouvoir affirmer qu'en ce moment, le major pâlit sous sa couche de couleurs artificielles. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ses brillants petits yeux gris exprimèrent, en se fixant sur moi, un sentiment d'alarme et de perplexité sur lequel il était impossible de se méprendre. « Vous voulez connaître Misérimous Dexter ?» répéta-t-il de l'air d'un homme qui ne peut en croire le témoignage de ses propres sens. « Monsieur Benjamin, ai-je trop bu de votre excellent vin? Suis-je victime de quelque illusion? Ou est-ce bien réellement que notre charmante amie m'a demandé de la présenter à Misérimous Dexter ?» Benjamin me regarda aussi avec quelque étonnement et répondit du ton le plus sérieux du monde. « C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas, cher ami ?»« Certainement, repris-je. Qu'y a-t-il de si étonnant dans cette demande ?»« Mais cet homme est fou !» s'écria le major. « Même en cherchant bien, vous n'auriez pas pu trouver dans toute l'Angleterre une personne aussi peu faite pour être présentée à une dame, et à une jeune dame surtout. Avez-vous entendu parler de son horrible difformité ? » J'en ai entendu parler, et cela ne me fait point hésiter. Cela ne vous fait point hésiter. Mais, cher ami, l'esprit de cet homme n'est pas moins difforme que son corps. Le mot de Voltaire est littéralement vrai de Misérimous Dexter. Il y a en lui du tigre et du singe. Presque au même instant, il est capable de vous remplir d'effroi et de vous faire rire aux éclats. Je ne nie point qu'il n'ait une certaine intelligence, une intelligence brillante même, je l'admets. Je ne dis pas plus qu'il ait jamais commis aucun acte de violence ou involontairement fait tort à qui que ce soit, mais il n'en est pas moins fou, aussi fou que jamais homme le fut. Pardonnez-moi si je commets une indiscrétion. Mais quel peut être votre motif pour désirer être présenté à Misérimous Dexter ? J'ai besoin de le consulter. Puis-je vous demander sur quel sujet ? Sur le jugement de mon mari.
Le major Fitz-David poussa un gémissement et chercha une consolation momentanée dans le vin de Bordeaux de l'ami Benjamin. « Encore cet affreux sujet !» s'écria-t-il. « Monsieur Benjamin, pourquoi persiste-t-elle à nous entretenir de cet affreux sujet ?»« Il faut bien, lui dis-je, que je vous entretienne de ce qui est maintenant l'unique préoccupation, l'unique espoir de ma vie. J'ai quelques raisons de croire que Misérimous Dexter peut m'aider à effacer la tache que le verdict de la cour d'Écosse a laissée sur la réputation de mon mari. Qu'il soit tigre ou singe, ou l'un et l'autre réunis, je suis prête à courir le risque de lui être présentée. Et je vous demande, quelque téméraire et obstiné que cela puisse vous paraître, de me donner pour lui une lettre d'introduction. Je ne veux être pour vous la cause d'aucun dérangement. Je ne vous demanderai même point de m'accompagner. Une lettre pour M. Dexter suffira. » Le major regarda d'un air piteux Benjamin et secoua la tête. Benjamin regarda d'un air piteux le major et secoua la tête aussi. « Elle paraît y tenir, » dit le major. « Oui, » dit Benjamin. « Elle paraît y tenir. »« Jamais, monsieur Benjamin, je ne prendrai sur moi la responsabilité de l'envoyer seul chez Misérimous Dexter. »« Si je l'y accompagnais, » dit Benjamin. Le major se mit à réfléchir à cette proposition. Et l'idée de voir Benjamin remplir auprès de moi le rôle de protecteur ne semblait pas inspirer une confiance illimitée au vieux militaire. Après un moment de réflexion, il sembla soudainement frappé d'une nouvelle idée. « Mon aimable ami, me dit-il en se tournant vers moi, soyez plus aimable que jamais. Consentez à un compromis. Envisageons cette affaire au point de vue de la société et traitons-la en conséquence. Que diriez-vous d'un petit dîner ?»« D'un petit dîner ?» répétai-je, sans comprendre le moins du monde. « Oui, d'un petit dîner chez moi, » reprit le major. « Vous voulez absolument que je vous présente Dexter. Moi, je refuse non moins absolument de vous laisser aller seul chez ce personnage à la cervelle à l'envers. Il ne me reste plus, dans ces circonstances, qu'une chose à faire. C'est de l'inviter à se trouver avec vous chez moi et de vous laisser vous former de lui, sous mon toit hospitalier, l'opinion qu'il vous plaira. Voyons, qui pourrions-nous bien avoir encore ?» continua le major, s'épanouissant à l'idée de dîner qu'il projetait de nous offrir. Misérimous Dexter devant être l'un des invités, nous avons besoin, comme compensation, d'avoir une constellation de beauté. Madame Mirliflor est encore à Londres. Vous l'aimerez, bien sûr. Elle est charmante. Elle a votre caractère, votre rare ténacité. Oui, nous aurons Madame Mirliflor. Qui encore ? Lady Clarinda vous plairait-elle ? C'est une autre charmante personne. Monsieur Benjamin, je suis sûr que vous ne pourriez vous défendre de l'admirer. Elle est si sympathique. Elle a tant de ressemblances avec notre belle amie ici présente. Oui, Lady Clarinda sera des nôtres, et je vous placerai près d'elle, monsieur Benjamin, en témoignage de la sincère affection que j'ai pour vous. Aurons-nous ma jeune prima donna pour nous chanter quelque chose après dîner ? Je suis de cet avis. Elle est jolie et elle aidera à faire passer sur la difformité de Dexter. Eh bien, nous voici au complet. C'est une affaire entendue. Ce soir, je m'enfermerai chez moi et je traiterai avec mon cuisinier la question du menu. Il ne reste plus qu'à fixer le jour, dit le major, tirant son carnet de sa poche. Voulez-vous que ce soit d'aujourd'hui en 8 ? C'est dit. D'aujourd'hui en 8, à 8 heures. À regret, je consentis au compromis proposé. Avec une lettre d'introduction, j'aurais pu aller voir le jour même Misérimous Dexter. Le petit dîner du major me forçait au contraire à rester toute une semaine dans la plus complète inaction. Mais qu'y faire ? Il fallait bien se soumettre. Le major Fitz-David, sans se départir un instant de son exquise politesse, pouvait être au besoin aussi obstiné que moi. Or, il avait évidemment pris son parti, et tout ce que j'aurais pu faire ne m'aurait servi absolument à rien.
À 8 heures précises, monsieur Benjamin, répéta le major. Inscrivez cela sur votre carnet. Benjamin fit ce dont il était prié, en me jetant de côté un regard que je n'eus pas de peine à interpréter. Mon bon vieil ami ne goûtait pas du tout l'idée de se trouver à dîner avec un homme qu'on lui représentait comme moitié tigre, moitié singe, et le privilège d'être assis près de Lady Clarinda l'effrayait plus qu'il ne le charmait. Moi seul étais cause de tout cela, et lui non plus n'avait qu'à se soumettre. « À 8 heures précises, monsieur, » dit le pauvre vieux Benjamin en inscrivant avec résignation sur son carnet la date de ce malencontreux engagement. « Mais prenez encore un verre de vin, je vous en prie. » Le major tira sa montre et se leva en s'excusant de son mieux, c'est-à-dire avec une grande abondance de paroles, de nous quitter si précipitamment. « Il est plus tard que je ne croyais, dit-il. J'ai un rendez-vous avec un ami. Une amie, veux-je dire. C'est une personne des plus attrayantes. Vous me la rappelez un peu, ma chère belle. Vous avez le même teint de lys. J'adore les teints de lys. Et, comme je vous le disais, j'ai un rendez-vous avec mon amie. Elle me fait l'honneur de désirer que je lui donne mon opinion sur quelques très remarquables échantillons de vieilles dentelles. J'ai fait des vieilles dentelles une étude toute particulière. J'étudie tout ce qui peut me rendre utile ou agréable à votre sexe enchanteur. N'oubliez pas notre petit dîner. Aussitôt arrivé chez moi, j'écrirai à Dexter pour l'inviter. » Il me prit la main et, tout en la regardant de l'air d'un connaisseur, la tête légèrement inclinée d'un côté, « Quelle délicieuse main !» dit-il. « Vous me permettez de la regarder. Vous me permettez de la baiser, n'est-ce pas? Je raffole des jolies mains. Pardonnez-moi cette faiblesse. Je vous promets de me repentir et de m'amender un de ces jours. » « À votre âge, major, croyez-vous avoir encore beaucoup de temps à perdre ?» demanda une voix étrangère qui soudain se fit entendre derrière nous. Comme d'un même mouvement, nous nous retournâmes tous les trois du côté de la porte. Là, précédés de la petite et timide servante de Benjamin qui était venue l'annoncer, nous vîmes la mère de mon mari qui, debout sur le seuil, souriait sardoniquement. Le major Fitz-David avait toujours une réponse prête. Le vieux soldat n'était pas de ceux qui manquent à la riposte. « L'âge, ma chère madame Macallan, est une expression purement relative, dit-il. Il y a des gens qui ne sont jamais jeunes. Il y en a d'autres qui ne sont jamais vieux. Je suis un des autres. Au revoir. » Sur cette réponse, l'incorrigible major sortit en nous envoyant un baiser. Benjamin, nous faisant un salut à son ancienne mode, ouvrit la porte de sa petite bibliothèque et nous ayant invités, madame Macallan et moi, à y passer, nous y laissa toutes les deux seules. 23. Ma belle-mère se révèle sous un jour inattendu. Je pris une chaise et me plaçai à une distance respectueuse du sofa sur lequel madame Macallan venait de s'asseoir. La vieille dame, avec un sourire, me fit signe de venir prendre place près d'elle. À en juger par ses égards, elle n'était pas venue me voir en ennemie. Restait à savoir si vraiment elle était vis-à-vis de moi dans des dispositions amicales. « J'ai reçu une lettre de votre oncle le vicaire, » dit-elle. « Il me prie de venir vous voir, et je suis heureuse, pour des raisons que vous allez connaître, d'accéder à sa demande. Sans cette circonstance, ma chère enfant, je doute fort, l'aveu vous paraîtra étrange, que j'eusse osé me présenter devant vous. Mon fils s'est conduit envers vous en homme si faible et d'une façon, à mon avis, tellement inexcusable que moi, sa mère, je suis presque honteuse de me trouver en face de vous. » Parlait-elle sérieusement, sincèrement ? Je l'écoutais. Je la regardais, au comble de la surprise. « Votre oncle, » poursuivit madame Macallan, « me raconte dans sa lettre avec quel courage vous avez supporté votre terrible épreuve et ce que vous vous proposez de faire maintenant que Stache vous a quitté. Le pauvre homme semble choqué au-delà de toute expression de ce que vous lui avez dit à Londres.
Il me supplie d'user de toute mon influence auprès de vous pour vous persuader d'abandonner vos idées et pour vous ramener à votre ancien domicile au presbytère. Je ne partage pas du tout l'opinion de votre oncle, ma chère, quelque chimériques que puissent être vos projets. Si peu de chance que vous ayez de les mener à bonne fin, je ne puis m'empêcher d'admirer votre courage, votre fidélité, votre foi inébranlable en mon malheureux fils, après son impardonnable conduite. Vous êtes une admirable créature, Valéria, et voilà tout simplement ce que je suis venue vous dire. Embrassez-moi, mon enfant. Vous méritiez d'être la femme d'un héros, et vous avez pour mari l'un des plus faibles mortels qui soient au monde. Dieu me pardonne de parler ainsi de mon propre fils. Mais c'est ce que je pense, et il faut que je le dise. Cette façon de juger Eustache était plus que je n'en pouvais supporter, même de la part de sa mère. Je me décidai, pour défendre mon mari, à rompre le silence que j'avais gardé jusque-là. « Je ne suis on ne peut pas plus fière de votre bonne opinion, chère madame Macallan, lui dis-je. Mais vous me désolez. Excusez ma franchise, en parlant d'Eustache dans ces termes offensants. Je ne suis pas du tout de votre avis. Je ne crois pas le moins du monde que mon mari soit le plus faible des hommes. » « Non, sans doute, vous ne le croyez pas, reprit la vieille dame. Comme une bonne et brave épouse que vous êtes. Vous faites un héros de l'homme que vous aimez, qu'il en soit digne ou non. Votre mari a une foule d'excellentes qualités, mon enfant, et je les connais aussi bien, sinon mieux que vous. Mais toute sa conduite, depuis l'instant où, pour la première fois, il a passé le seuil de la maison de votre oncle, jusqu'au jour où nous sommes, a été, je le répète, la conduite d'un homme essentiellement faible. Et savez-vous ce qu'il vient de faire pour mettre le comble à ses mérites ? Il vient de s'enrôler dans une société de secours aux blessés. Oui, à l'heure où je vous parle, il est en route, une croix rouge sur le bras, pour le théâtre de la guerre, en Espagne, alors qu'il devrait être ici à vous demander pardon à genoux. Je dis que c'est la conduite d'un homme faible. D'autres pourraient la qualifier d'un nom plus dur encore. La nouvelle que m'annonçait la mère d'Eustache me causa autant de surprise que de peine. Je pouvais me résigner à une séparation momentanée, mais tous mes instincts de femme se révoltaient à l'idée que mon mari choisissait le moment où nous étions séparés pour mettre volontairement sa vie en danger. C'était de propos délibérés qu'il venait ajouter ainsi à mes anxiétés. Je trouvais cela cruel de sa part. Mais je ne voulus pas avouer à sa mère ce que je pensais. J'affectais d'être aussi calme qu'elle était elle-même, et je contredis ses conclusions avec toute la fermeté que je pus appeler à mon aide. Mais la terrible vieille n'en continua qu'avec plus de véhémence à l'accuser. « Ce dont je me plains de la part de mon fils, poursuivit madame Macallan, c'est qu'il vous est si mal comprise. S'il avait épousé une sotte, son attitude serait assez compréhensible. Dans ce cas, il aurait fait sagement de cacher à sa femme son premier mariage et cette horrible circonstance qu'il avait passée en jugement pour le meurtre de sa première femme. De même, si cette pauvre sotte avait découvert cet affreux secret, il aurait eu parfaitement raison, pour assurer leur tranquillité commune, de s'éloigner d'elle avant qu'elle pût le soupçonner de vouloir l'empoisonner à son tour. Mais vous êtes tout le contraire d'une sotte. Il ne m'est pas difficile de le voir, bien que je vous connaisse à peine. Comment ne l'a-t-il pas vu, lui ? Et s'il l'a vu, pourquoi ne vous y a-t-il pas, dès le premier jour, confié son secret, au lieu de se présenter à vous sous un nom d'emprunt et de vous dérober votre amour ? Pourquoi avait-il formé le projet, il me l'a avoué, de vous emmener sur les bords de la Méditerranée et de vivre avec vous à l'étranger, de crainte que quelques officieux amis ne vinssent à trahir son secret si vous restiez en Angleterre ? Quelle réponse peut-on faire à toutes ces questions ? Quelles explications peut-on donner de cette façon d'agir insensée ? Il n'y a qu'une réponse. Il n'y a qu'une explication. Mon pauvre fils, il tient de son père, est faible, faible dans son jugement, faible dans ses actes, et, comme tous les gens faibles, obstiné et déraisonnable au premier chef. Voilà la vérité. Ne rougissez pas,
Ne vous fâchez pas. Je l'aime autant que vous pouvez l'aimer. Je n'ai pas non plus l'esprit fermé à ses mérites. Et l'un de ses plus grands mérites, à mes yeux, est d'avoir épousé une femme si courageuse, si résolue, si fidèle, et si éprise de lui qu'elle ne veut même pas permettre à sa propre mère de lui parler de ses défauts. Allez, ma brave enfant, je vous aime de me haïr. Chère madame, ne dites pas que je vous hais, m'écriai-je. Eh bien qu'au fond, elle ne se trompe pas, peut-être pas tout à fait sur mes sentiments. Je me permets seulement de croire que vous confondez, dans la personne de votre fils, une âme délicate avec un esprit faible. Notre cher et malheureux Eustache est une âme délicate, dit l'imperturbable madame Macallan, finissant ma phrase pour moi. Allons, restons-en là, ma chère, et passons à un autre sujet. Je suis curieuse de savoir si nous allons sur ce point encore être d'avis différents. De quoi s'agit-il, madame? Je ne vous le dirai pas, si vous m'appelez madame. Appelez-moi mère. Dites-moi, de quoi s'agit-il, mère? Eh bien, de quoi s'agit-il, mère? De votre idée de vous ériger vous-même en cour d'appel pour réviser le procès d'Eustache et forcer le monde à rendre en sa faveur un juste verdict. Avez-vous réellement l'intention d'entreprendre une pareille tâche? J'ai cette intention. Madame Macallan se recueillit un instant et sa physionomie prit un air sombre. Vous savez, reprit-elle, si j'admire de tout mon cœur votre courage et votre dévouement à mon malheureux fils. Vous savez maintenant que je ne fais pas de phrases. Eh bien, sincèrement, je ne puis pas vous voir entreprendre des choses impossibles. Je ne puis pas vous voir risquer inutilement votre réputation et votre bonheur, sans vous avertir avant qu'il soit trop tard. Ma chère enfant, ce que vous vous êtes mis dans la tête de faire ne peut être fait ni par vous ni par personne. Abandonnez ce projet. Je vous suis infiniment obligée, madame Macallan. Mère, je vous suis infiniment obligée, ma mère, pour l'intérêt que vous me témoignez. Mais je ne puis abandonner mon projet. Que j'ai tort ou que j'ai raison, et quelque risque qu'il y ait pour moi, je veux tenter cette épreuve, et je la tenterai. Madame Macallan attacha sur moi un regard pénétrant, poussa un soupir, et, se parlant tristement à elle-même, « Oh, jeunesse, jeunesse !» dit-elle. « Quelle magnifique chose que d'être jeune !» Elle maîtrisa le sentiment de regret qui semblait lui venir au cœur, et, se tournant soudainement, presque violemment vers moi, « Au nom du ciel, voyons, parlez, que comptez-vous faire ?» À l'instant où elle me faisait cette question, l'idée me traversa l'esprit que madame Macallan pouvait, si elle le voulait, me présenter à Misérimous Dexter. Elle devait le connaître. Elle ne pouvait pas ne pas le connaître, puisqu'il avait été l'hôte de son fils à Gleninch, et que c'était un de ses meilleurs amis. « J'entends d'abord consulter Misérimous Dexter, » répondis-je hardiment. Madame Macallan se rejeta en arrière avec une grande exclamation de surprise. « Avez-vous perdu la raison ?» s'écria-t-elle. Je lui dis, comme je l'avais dit au major Fitz-David, que j'avais lieu de croire que l'avis de M. Dexter pouvait réellement m'être d'un grand secours au début de mon entreprise. « Et moi, répliqua madame Macallan, j'ai lieu de croire que tout votre projet n'a pas le sens commun et qu'en allant demander l'avis de Dexter, vous allez, ce qui s'accorde parfaitement avec la nature de votre entreprise, consulter un fou. Non pas, mon enfant, que ce soit un homme précisément dangereux. Je ne veux pas dire qu'il pourrait jamais vous faire du mal ou être impoli avec vous. Je dis seulement que la dernière personne dont une jeune femme placée dans votre pénible et délicate position doive réclamer l'appui, c'est Misérimous Dexter. Quelle singulière chose! C'était exactement l'avertissement du major que répétait madame Macallan, presque dans les mêmes termes. Ma foi, il eut le sort de la plupart des avertissements. Il ne fit qu'exciter de plus en plus l'impatience que j'avais de mettre mon dessein à exécution. « Vous me surprenez beaucoup, dis-je.
La déposition de M. Dexter, je l'ai lue dans le compte-rendu de l'affaire, est aussi claire et aussi raisonnable qu'une déposition peut l'être. Je le crois bien, répondit madame Macallan. Le sténographe et les reporters ont eu soin de donner une forme présentable à sa déposition avant de la publier. Si vous l'aviez comme moi entendu parler, vous auriez été ou profondément révolté ou extrêmement amusé, selon votre manière de considérer les choses. Après avoir commencé, non sans raison, par une modeste explication de son absurde nom de baptême, qui aussitôt fit cesser l'hilarité dans l'auditoire, il lâcha peu à peu la bride à sa folie. Il mêla de la plus étrange façon le faux et le vrai. Il se fit, je ne sais combien de fois, rappeler à l'ordre. Il fut même menacé d'amende et d'emprisonnement pour manque de respect à la cour. Bref, il fut, ce qu'il ne saurait manquer d'être, un composé des qualités les plus étranges et les plus disparates, tantôt parfaitement clair et raisonnable, comme vous dites, tantôt se lançant comme un homme en délire dans les divagations les plus saugrenues et les plus exagérées. Jamais il ne s'est vu au monde une personne moins faite pour donner des avis à qui que ce soit. Je vous le certifie de nouveau. J'espère que vous ne comptez pas sur moi pour vous présenter à lui. C'est justement à quoi je pensais, répondis-je. Mais, après ce que vous venez de me dire, chère madame Macallan, j'abandonne naturellement cette idée. Ce n'est pas d'ailleurs un grand sacrifice. Cela m'oblige seulement à attendre le dîner qui doit avoir lieu dans 8 jours chez le major Fitz-David. Il m'a promis d'inviter Misérimous Dexter à se trouver à ce dîner avec moi. « Ah, voilà bien le major !» s'écria la vieille dame. « Si c'est en lui que vous mettez votre confiance, je vous plains. Il vous glissera entre les mains comme une anguille. Je suppose que vous lui avez demandé de vous présenter à Dexter. »« C'est vrai. »« À merveille. Mais Dexter le méprise, ma chère. Le major sait tout aussi bien que moi que Dexter n'acceptera point son invitation. Et, au lieu de vous dire tout bonnement non, comme un homme sincère, il prend cette voie détournée pour vous empêcher de voir Dexter. » C'était là une mauvaise nouvelle, en vérité. Mais j'étais, comme toujours, trop obstiné pour m'avouer battu. « À la rigueur, dis-je, je puis écrire à M. Dexter et lui demander une entrevue. »« Et y aller seule, s'il vous l'accorde, n'est-ce pas ?» demanda madame Macallan. « Certainement, seule. »« Vous parlez sérieusement. »« Très sérieusement. »« Je ne vous laisserai pas y aller seule. »« Voulez-vous me permettre de vous demander comment vous comptez m'en empêcher ? » ?»« Mais en y allant avec vous, entêté que vous êtes. »« Oui, oui. Je suis aussi entêté que vous, moi, quand je m'y mets. Écoutez, je ne veux point savoir quels sont vos plans. Je ne veux y être mêlé en rien. Mon fils s'est résigné au verdict de la Cour d'Écosse, et je m'y suis résigné aussi. C'est vous qui ne voulez pas que les choses en restent là. Vous êtes une fière et téméraire jeune femme. Je ne sais comment je me suis laissé prendre d'affection pour vous, et je ne vous laisserai pas aller seule chez Misérimous Dexter. Mettez votre chapeau. »« Tout de suite ? » demandai-je. « Sans doute. Ma voiture est à la porte. Et plus tôt ce sera fait, mieux cela vaudra. Allez vous préparer, et ne perdons pas de temps. » Je ne me le fis pas dire 2 fois. 10 minutes après, nous roulions vers la demeure de Misérimous Dexter. Telle fut la conclusion de la visite de ma belle-mère. 24. Misérimous Dexter, première impression. Nous nous étions attardés à notre déjeuner avant l'arrivée de madame Macallan chez Benjamin. La conversation qui avait suivi entre ma belle-mère et moi s'était prolongée assez tard dans l'après-midi. Le soleil se couchait au milieu de lourds nuages lorsque nous montâmes en voiture, et le crépuscule nous surprit en route. La direction que nous avions suivie nous menait, autant que j'en pus juger, vers le faubourg qui s'étend au nord de Londres. Pendant plus d'1 heure, notre voiture roula à travers un sombre labyrinthe de rues de plus en plus étroites et de plus en plus sales, à mesure que nous nous écartions du centre de la ville. En sortant de ce dédale, j'aperçus, dans l'obscurité croissante, de vastes et mornes espaces de terrain vague qui semblaient n'être ni ville ni campagne. Au-delà,
se voyaient quelques groupes de maisons abandonnées, parmi lesquelles, çà et là, quelques obscures petites boutiques. On eût dit des villages, retardataires, égarés sur la route de Londres, et déjà fatigués et défigurés par la sueur et la poussière du voyage. Autour de nous, tout prenait un aspect de plus en plus sombre et désolé, lorsque, enfin, notre voiture s'arrêta, et madame Macallan m'annonça de son ton sec et satirique que nous étions arrivés au terme de notre voyage. « Voici, ma chère, le palais du prince Dexter, dit-elle. Qu'en pensez-vous » Je promenais mes regards autour de moi, ne sachant pas le moins du monde qu'en penser, si je dois dire la vérité. Nous étions descendus de voiture et nous nous trouvions sur un chemin raboteux et grossièrement empierré. À droite et à gauche, dans la demi-lueur du crépuscule, je pouvais voir de profondes tranchées où s'élevaient les fondements de nouvelles maisons qui en étaient encore à cette première phase de leur existence. De tous côtés, autour de nous, étaient disséminés des tas de briques et de planches, et çà et là s'élevaient d'énormes poteaux prêts à recevoir des échafaudages et qui avaient l'air des arbres dénudés de ce désert de briques. Derrière nous, de l'autre côté du chemin, s'étendaient d'autres terrains vagues, sur lesquels on n'avait pas encore commencé à bâtir. Sur la surface de ce second désert, on apercevait confusément de blancs spectres de canards errants dans la solitude. À 200 pas devant nous, autant que j'en pus juger, se dressait une masse noire qui, à mesure que mes yeux s'accoutumaient à l'obscurité, prit la forme plus arrêtée d'une antique maison, longue et basse, entourée d'une palissade peinte en noir, derrière laquelle croissait une haie d'arbres verts. À travers les amas de planches et de briques, et les tas d'écailles d'huîtres et de vers cassés qui jonchaient le sol, le valet de pied nous conduisit jusqu'à la palissade noire. C'était là le palais du prince Dexter. Il y avait une porte dans la palissade, et, près de cette porte, une sonnette, que le valet de pied ne découvrit pas sans peine. En tirant cette sonnette, il mit en mouvement, à en juger par le son qui se fit entendre, une énorme cloche qui aurait mieux convenu à une église qu'à une habitation privée. Pendant que nous attendions qu'on voulût bien nous introduire, madame Macallan, m'indiquant du doigt la noire et longue ligne du bâtiment principal, me dit « Et c'est là encore une de ces folies. Les spéculateurs qui construisent ici un nouveau quartier lui ont offert je ne sais combien de 1000 livres sterling du terrain qu'occupe cette maison. C'était autrefois la maison seigneuriale du district. Il y a déjà longtemps, dans un de ces écarts d'imagination, Dexter l'a achetée. Nul souvenir de famille ne se rattache pour lui à cette habitation. Les murs menacent de lui tomber sur la tête, et l'argent qu'on lui a offert lui ferait grand besoin. Mais non, il a refusé toutes les offres qu'ont pu lui faire les plus entreprenants spéculateurs et a fini par leur écrire une lettre conçue en ces termes. Ma maison s'élève comme un monument du pittoresque et du beau parmi les honteuses, sordides et ignobles constructions d'un honteux, sordide et ignoble siècle. Je garde ma maison, messieurs, pour que sa vue soit une leçon dont vous avez besoin. Regardez-la donc, tout en bâtissant autour de moi, et rougissez, si vous le pouvez, de vos œuvres. Écrivit-on jamais lettre aussi absurde? Mais silence, j'entendais pas dans le jardin. C'est sa cousine qui vient. Remarquez bien que je dis sa cousine et non pas son cousin. Car à la voix et dans l'obscurité, vous pourriez aisément vous y tromper. Une voix rude et profonde, que je n'aurais certainement jamais supposé être celle d'une femme, nous héla du côté intérieur de la palissade. « Qui est là ?»« Madame Macallan, » répondit ma belle-mère. « Que voulez-vous ?»« Voir monsieur Dexter. »« Vous ne pouvez pas le voir. »« Pourquoi ?»« Comment avez-vous dit que vous vous appeliez ?»« Macallan. »« Madame Macallan, la mère d'Eustache Macallan. Comprenez-vous maintenant ?»
La voix marmotta quelque chose en grognant, derrière la palissade, et une clé grinça dans la serrure de la porte. Dans le jardin, sous l'épaisseur noire des arbustes, je ne pouvais rien voir distinctement de la femme à la voix rude, sinon qu'elle portait un chapeau d'homme. Ayant refermé la porte derrière nous, sans nous dire un mot de bienvenue ou d'explication, elle nous montra le chemin de la maison. Madame Macallan, qui connaissait les lieux, n'eut pas de peine à la suivre, et je suivis ma belle-mère d'aussi près que possible. « Jolie famille, me dit-elle, tout bas en marchant. La cousine de Dexter est la seule femme de la maison, et cette cousine est une idiote. » Nous entrâmes dans un spacieux vestibule, à la voûte surbaissée. La lueur d'une petite lampe qui brûlait à l'autre extrémité ne servait qu'à rendre visible l'obscurité de cette vaste salle. Sur les murs noircis, je pouvais entrevoir des peintures, mais il m'était impossible de me rendre compte des sujets représentés. Madame Macallan s'adressa à la cousine muette, au chapeau d'homme. « Maintenant, voulez-vous nous dire pourquoi on ne peut pas voir monsieur Dexter ?» La cousine prit une feuille de papier qui se trouvait sur la table du vestibule et la présenta à madame Macallan. « L'écriture du maître », dit tout bas et d'une voix rauque cette étrange créature, comme si la seule idée du maître était pour elle pleine de terreur. « Lisez, et après cela, restez ou partez, comme il vous plaira. » Elle ouvrit dans le mur une porte invisible que masquait une des peintures et disparut comme un fantôme, nous laissant seules, toutes deux, dans le vestibule. Madame Macallan s'approcha de la lampe et, à sa lueur, regarda la feuille de papier que la femme venait de lui remettre. Je la suivis et, sans plus de façon, je jetai aussi un coup d'œil sur ce papier, par-dessus l'épaule de ma belle-mère. Le papier portait de gros caractères tracés d'une main étonnamment ferme. Avais-je déjà respiré dans l'air de cette maison la contagion de la folie? Ou avais-je réellement, sous les yeux, les mots que voici? Avis. Ma vaste imagination est en travail. Des visions de héros se déroulent devant mes yeux. Je ranime en moi les grands hommes des âges écoulés. Ma cervelle bout sous mon crâne. Quiconque, dans ces circonstances, viendrait me troubler, le ferait au péril de sa vie. Dexter. Madame Macallan, se retournant fort tranquillement vers moi, me regarda et, avec son sourire sardonique, « Est-ce que vous voulez toujours que je vous conduise vers lui ?» dit-elle. Le ton moqueur dont cette question me fut faite piqua mon orgueil. Je résolus de n'être pas la première à abandonner la partie. « Non pas, si je dois mettre votre vie en péril. »« Oh, madame, » répondis-je, sans hésiter, tout en indiquant du doigt les mots écrits sur le papier qu'elle tenait à la main. Ma belle-mère alla replacer le papier sur la table, sans daigner me répondre. Puis, elle se dirigea vers un enfoncement cintré qui se trouvait à notre droite, et au-delà duquel j'aperçus vaguement un grand escalier aux marches de chêne. « Suivez-moi, » me dit madame Macallan en montant dans l'obscurité. « Je sais où le trouver. » Après avoir gravi, en tâtonnant, l'escalier qui conduisait au premier étage, nous arrivâmes d'abord à un palier éclairé faiblement, comme la salle que nous venions de quitter, par une lampe placée au-dessus de nous, dans un endroit qu'on ne pouvait voir. À partir de là, l'escalier prenait une direction opposée et nous conduisit à un second palier, où aboutissait un petit corridor. Au bout de ce couloir, une porte ouverte nous laissa voir une chambre de forme circulaire où la lampe brûlait sur la cheminée. Sa lumière éclairait un pan d'épaisse tapisserie qui pendait du plafond jusqu'au plancher, sur le mur opposé à la porte par laquelle nous venions d'entrer. Madame Macallan souleva la tapisserie et, me faisant signe de la suivre, passa de l'autre côté. « Écoutez, » me dit-elle tout bas. Par-delà cette tapisserie, je me trouvais dans un enfoncement au passage obscur, au bout duquel un rayon de lumière de la lampe se projetait jusqu'à une porte close. J'écoutais,
et j'entendis une voix accompagnée d'un bruit sourd et d'une sorte de grincement qui venait de l'autre côté de la porte et qui se rapprochait et s'éloignait. Après avoir parcouru, autant que j'en pouvais juger, un assez grand espace. Tantôt le bruit sourd et le grincement atteignaient leur plus haut degré d'intensité et couvraient les notes de la voix. Tantôt ils allaient en s'affaiblissant par l'éloignement, et la voix prenait le dessus. La porte devait avoir une grande épaisseur, car, malgré toute l'attention que j'y mettais, il me fut impossible de distinguer les mots articulés par la voix. Si tant est qu'elle en articulât aucun, et de comprendre d'où provenait ce bruit sourd et ce grincement que j'entendais. « Que se passe-t-il donc de l'autre côté de cette porte ?» murmurai-je à l'oreille de madame Macallan. « Marchez le plus légèrement possible, » me répondit ma belle-mère, « et venez voir. » Elle disposa la tapisserie derrière nous, de façon à intercepter la lumière qui venait de la chambre ronde. Puis elle tourna sans bruit le bouton de la lourde porte et l'ouvrit. Cachés dans l'obscurité du réduit, nous n'eûmes qu'à regarder à travers la porte ouverte. Je vis alors, ou je crus voir dans l'obscurité, une longue chambre au plafond bas. Les dernières lueurs d'un feu mal entretenu fournissaient la seule clarté à l'aide de laquelle je pusse me faire une idée des objets et des distances. Le feu répandait une teinte rougeâtre sur le centre de la chambre, à l'opposé de l'endroit où nous nous tenions, et laissait les extrémités presque entièrement sombres. J'avais eu à peine le temps de faire cette remarque, quand j'entendis le bruit sourd et le grincement se rapprocher de moi. Une chaise haute, se mouvant sur des roulettes, traînait un être aux cheveux flottants, dont les bras s'agitaient violemment de haut en bas pour imprimer au mécanisme du siège roulant son maximum de vitesse. Quand il passa près de moi, l'être chevelu disait à voix haute : « Je suis Napoléon au matin d'Austerlitz. Je parle, et les trônes s'écroulent, et les rois tombent, et les nations tremblent, et des dizaines de milliers d'hommes combattent et meurent. » Le fauteuil fut en un instant hors de vue, et l'homme qui le faisait mouvoir devint un autre personnage. « Je suis Nelson, » cria-t-il. « Je commande la flotte à Trafalgar. Je donne mes ordres avec le pressentiment de ma victoire et de ma mort. Je vois ma propre apothéose, mes funérailles publiques, les larmes que verse sur moi mon pays, mon entrée dans la glorieuse nécropole de l'Angleterre. Les siècles perpétuent ma mémoire, et les poètes chantent mes louanges en vers immortels. » Le grinçant véhicule tourne à l'autre extrémité de la chambre et revient vers nous. La fantastique et terrible apparition, moitié homme, moitié chaise roulante, se montre et fuit de nouveau devant mes yeux, dans le jour mourant qui l'éclaire. Cette fois, cette espèce de centaure s'écrie : « Je suis Shakespeare maintenant, j'écris le roi Lear, la tragédie des tragédies. Arrière les anciens et les modernes, je suis le poète qui les dépasse tous. De la lumière, de la lumière. Les vers coulent, comme la lave, de mon cerveau en éruption. De la lumière, pour le poète de tous les temps qui écrit des œuvres qui vivront à jamais. » Il reprit sa course vers le milieu de l'appartement. Au moment où il approchait du foyer, un dernier morceau de charbon ou de bois se ranima. Sa flamme lui permit de nous apercevoir sur le seuil de la porte ouverte. La chaise roulante s'arrêta brusquement, en ébranlant le parquet vermoulu de la chambre. Puis, changeant de direction, courut sur nous comme un animal sauvage. Nous n'eûmes que tout juste le temps, pour l'éviter, de nous coller contre le mur du réduit. La chaise roulante passa devant nous et déchira le rideau de tapisserie. La lumière de la lampe, qui éclairait la chambre circulaire, pénétra par cette déchirure. L'homme à la chaise roulante arrêta son véhicule, tourna la tête et jeta sur nous un regard de curiosité effrayante. « J'ai failli les écraser. J'ai failli les mettre en pièces pour avoir osé s'introduire ici, » se dit-il à lui-même. Après avoir fait tout haut cette aimable réflexion,
Il fixa ses yeux sur nous. Sa pensée en même temps se reporta sur Shakespeare et le roi Lear. « Goneril et Regan !» s'écria-t-il. « Mes 2 filles dénaturées. L'enfer me les envoie pour me narguer. » « Il n'en est rien, » dit ma belle-mère aussi tranquillement que si elle se fût adressée à un être raisonnable. « Je suis votre vieille amie, Madame Macallan, et je vous amène la seconde femme d'Eustache Macallan qui désire vous voir. » Au moment où elle prononça ces derniers mots, la seconde femme d'Eustache Macallan, l'homme à la chaise roulante, fit un bond hors de son siège et poussa un cri perçant comme si ma belle-mère avait déchargé une arme à feu sur lui. Pendant la durée d'un éclair, nous vîmes en l'air une tête et un corps absolument privés de leurs membres inférieurs. Puis, cette terrible créature sautelant, la tête en bas, sur ses mains, avec la prestesse d'un singe, courut à travers la longue chambre jusqu'à ce qu'il eût atteint le foyer. Là, frissonnant et grelottant près des cendres refroidies, il murmura à 10 reprises. « Oh, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Voilà l'homme dont je venais solliciter les conseils, l'homme en qui, dans ma détresse, j'avais placé ma confiance. » 25. Misérimous Dexter, 2e impression. Complètement découragé et dégoûté, et si je dois même l'avouer, complètement terrifié, je dis tout bas à Madame Macallan. « J'avais tort et vous aviez raison. Sortons d'ici. » Il fallait que l'oreille de Misérimous Dexter fût aussi fine que celle d'un chien, car il entendit distinctement mon dernier mot. « Sortons d'ici. » « Non pas !» s'écria-t-il vivement, et s'adressant à ma belle-mère. « Présentez-moi à la seconde femme d'Eustache Macallan. Je suis un gentleman, et je dois lui faire des excuses. J'aime à étudier les caractères de l'humanité. Je désire la voir. » Toute sa personne parut avoir subi une transformation complète. Il parlait de la voix la plus suave et poussait des soupirs comme une femme nerveuse qui vient de répandre un torrent de larmes. Le courage lui était-il revenu ou cédait-il à un accès de curiosité ? « La crise est passée. Voulez-vous encore vous en aller ?» me dit Madame Macallan. « Non, je suis prête à entrer, » répondis-je. « Avez-vous déjà repris confiance en lui ?» me demanda ma belle-mère, de son air impitoyablement ironique. « Je suis revenue de la peur qu'il m'avait causée, » répliquai-je. « Je regrette vivement de vous avoir effrayé, » dit-il d'une voix douce, sans quitter encore la place où il s'était blotti près du foyer. « Quelques personnes pensent que je suis un peu fou, par moments. Vous êtes venu, je suppose, dans un de ces moments, si ces personnes ne se trompent pas. J'admets que j'ai des visions. Mon imagination m'emporte hors de moi, et je dis et fais des choses étranges. Dans ces occasions, quiconque me rappelle cet horrible procès me ramène dans le passé et me cause une souffrance nerveuse inexprimable. Mais j'ai le cœur excessivement tendre, et, par conséquent, je suis, dans un monde comme celui-ci, un être véritablement malheureux. Veuillez agréer mes excuses. Entrez toutes les deux. Entrez et ayez pitié de moi. » Un enfant n'aurait plus eu peur de lui maintenant. Un enfant serait entré dans sa chambre et eût pris cet homme en compassion. La pièce devenait de plus en plus obscure. Nous pouvions voir seulement la figure accroupie de Misérimous Dexter à la faible clarté du feu mourant. Mais c'était tout. « Est-ce que nous ne pouvons pas avoir de la lumière ?» demanda Madame Macallan. « Et quand on apportera un flambeau, cette dame va-t-elle donc vous voir hors de votre fauteuil ?» Il prit un objet brillant et métallique qui pendait à son cou, le porta à sa bouche et fit entendre une série de notes aiguës, cadencées, pareilles à un chant d'oiseau. Après un court intervalle, une série de notes semblables, mais plus faibles, répondit d'une partie éloignée de la maison. « Ariel vient. »« Remettez-vous, » dit-il, « Madame Macallan. Ariel va me mettre en état de paraître aux yeux d'une dame. »
Il sautilla sur ses mains, dans l'obscurité, jusqu'à l'extrémité de la chambre. « Attendez un peu, » me dit madame Macallan, « et vous allez avoir une autre surprise. Vous allez voir la délicate Ariel. » Nous entendîmes des pas lourds résonner sur le parquet de la chambre circulaire. « Ariel, » dit avec sa voix la plus douce, de l'endroit obscur où il était, Misérimous Dexter. À mon grand étonnement, la voix rude et masculine de la cousine au chapeau d'homme, voix qu'on eût prise pour la voix de Caliban, plutôt que pour celle d'Ariel, répondit « Me voici. »« Mon fauteuil, Ariel !» La personne, si mal nommée, souleva la tapisserie, de manière à laisser pénétrer plus de clarté dans la chambre, puis y entra en poussant le fauteuil roulant devant elle. Elle s'arrêta ensuite et enleva de terre Misérimous Dexter, comme elle aurait fait d'un enfant. Mais, avant qu'elle pût le replacer sur son siège, il s'élança de ses bras, en poussant un petit cri de joie, et sauta sur son fauteuil, comme un oiseau saute sur son perchoir. « La lampe, dit-il, et le miroir. Pardonnez-moi, ajouta-t-il en s'adressant à nous, si je vous tourne un moment le dos. Vous ne devez pas me voir avant que mes cheveux soient arrangés. Ariel, la brosse, le peigne, les parfums. » Apportant la lampe d'une main, le miroir de l'autre, et, entre ses dents, la brosse avec le peigne fiché dans les crins, Ariel, second du nom, c'est-à-dire la cousine de Dexter, passa devant moi. Je pus alors, pour la première fois, voir sa large face, ses yeux sans expression et sans couleur, son gros nez et son énorme menton. C'était une créature qui n'était qu'à moitié vivante, un être imparfaitement développé et informe. Elle était vêtue d'un paletot pilote d'homme et chaussée de lourdes bottines lacées. Avec cela, rien d'autre chose qu'un vieux jupon en flanelle rouge et un peigne édenté planté dans ses cheveux d'un blond filasse, et qui ne semblait occuper cette place que pour nous montrer que nous avions affaire à une femme. Telle était la personne peu hospitalière qui nous avait ouvert la porte de la maison quand nous étions entrés, au milieu de l'obscurité. Cette singulière femme de chambre, réunissant tous les objets nécessaires pour faire la toilette de son maître, encore plus singulier qu'elle, lui donna le miroir à tenir et se mit à l'œuvre. Elle peigna, brossa, parfuma les boucles flottantes des cheveux et la longue barbe soyeuse de Misérimous Dexter avec le plus étrange mélange de pesanteur et d'adresse que j'ai jamais vu. Exécuté dans un silence stupide, avec un regard lourd et des mouvements gauches, ce travail n'en fut pas moins parfaitement bien fait. Dexter, dans sa chaise, en suivait avec attention les progrès au moyen de son miroir. Il était trop absorbé dans cette attention pour parler, jusqu'au moment où les derniers soins à donner à sa barbe obligèrent Ariel à se placer devant lui, et, par conséquent, à tourner sa figure vers la partie de la chambre où nous nous trouvions, madame Macallan et moi. Alors il nous adressa la parole, tout en prenant bien garde de tourner sa tête vers nous avant que sa toilette fût achevée. « Maman Macallan, dit-il, quel est le nom de baptême de la seconde femme de votre fils ?»« Quel besoin avez-vous de le connaître ?» lui demanda à son tour ma belle-mère. « J'ai besoin de le connaître parce que je ne puis lui adresser la parole en l'appelant madame Eustache Macallan. »« Pourquoi pas ? Cela me fait souvenir de l'autre, madame Eustache Macallan. Et si le souvenir de ces horribles jours passés à Glenitch me revient, mon courage m'abandonnera, et je retomberai dans une de mes crises. » En entendant ces mots, je me hâtai d'intervenir. « Mon nom est Valéria, dis-je. »« Un nom romain, » observa Misérimous Dexter. « Il me plaît. Mon âme a été jetée dans un moule romain. Mon corps eût été bâti aussi comme celui des Romains, si j'étais venu au monde avec des jambes. Je vous appellerai Madame Valéria, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Je me hâtai de lui dire que je n'en voyais aucun. « Très bien, Madame Valéria, dit Misérimous Dexter.
Voyez-vous la créature qui est en face de moi ?» Et il m'indiqua sa cousine avec aussi peu de façon qu'il aurait indiqué un chien à la manière dédaigneuse dont il l'avait montré. Elle continua à peigner et à lisser sa barbe aussi tranquillement qu'elle l'avait fait jusque-là. « C'est la façon d'une idiote, n'est-ce pas ?» poursuivit Miserrimus Dexter. « Regardez-la. Elle n'est qu'un simple végétal. Un chou dans un jardin. A juste autant de vie et d'expression que cette fille en montre pour l'instant dans sa physionomie. Croiriez-vous jamais qu'un grain d'intelligence, d'affection, d'orgueil ou de fidélité puisse exister à l'état latent dans un être aussi incomplètement développé ? J'éprouvais réellement quelque confusion à lui répondre. J'avais bien tort. L'imperturbable Ariel était tout à la barbe de son maître. Une machine n'aurait pas fait moins d'attention à ce qui se passait ou se disait autour d'elle. « Eh bien, moi, reprit Dexter, j'ai réveillé cette affection, cet orgueil, cette fidélité, et le reste, qui était là à l'état latent. Je tiens la clé de cette intelligence endormie. Maintenant, regardez-la, quand je lui parle. Je lui ai donné son nom, à la pauvre créature, dans un de mes accès d'ironie. Et elle s'est fait, à ce nom, tout juste comme un chien se fait à son collier. Maintenant, Madame Valeria, regardez et écoutez. Ariel ?» La lourde figure de la jeune fille commença à s'animer. Sa main cessa de se mouvoir mécaniquement et tint le peigne suspendu en l'air. « Ariel, tu as appris à peigner mes cheveux et à parfumer ma barbe, n'est-ce pas ?» Sa physionomie s'anima de plus en plus. « Oui, 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 » répondit-elle allègrement. « Et vous avez dit que j'ai appris à le faire comme vous voulez que ce soit fait. »« Je le dis encore. Te plairait-il qu'une autre personne fît cette besogne à ta place ?» Son regard s'illumina et prit une expression charmante de vivacité. Sa grosse voix d'homme fit entendre des notes d'une douceur inouïe. « Personne ne prendra ce soin pour vous, » dit-elle d'un accent à la fois fier et tendre. « Personne autre que moi ne vous touchera tant que je vivrai. »« Pas même cette dame, » dit Miserrimus Dexter, en dirigeant son miroir vers la place où j'étais. Les yeux d'Ariel lancèrent un éclair. Sa main me menaça du peigne qu'elle tenait dans un accès de jalouse colère. « Qu'elle l'essaye !» s'écria la pauvre créature de son ton de voix la plus rude. « Qu'elle vous touche, si elle l'ose !» Dexter éclata de rire à ce mouvement de jalousie enfantine. « C'est bien, ma bonne Ariel, » dit-il. « Je donne congé pour le moment à ton intelligence. Rentre dans ton rôle habituel. Finis ma barbe. » Elle reprit passivement son travail. L'éclat de ses yeux, l'expression de sa physionomie s'évanouirent peu à peu et disparurent. Ses mains se remirent à l'œuvre avec la dextérité mécanique qui m'avait si péniblement impressionné lorsqu'elle avait pris d'abord la brosse. Satisfait d'avoir ainsi joué avec succès en ma présence le rôle de Prospero, Miserrimus Dexter reprit en souriant. « Je pense que ma petite épreuve a pu vous intéresser. Vous avez vu ? L'intelligence endormie de ma singulière cousine est comme le son endormi d'un instrument de musique. Je joue de cet instrument et il se réveille sous ma main. Ma cousine aime que je la traite comme un instrument de musique. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est de m'entendre lui raconter des histoires. Plus ces histoires l'intriguent et l'étonnent, plus elle les aime. C'est très amusant. Je vous en donnerai un de ces jours, le spectacle. » Ayant dit cela, il jeta un dernier coup d'œil sur son miroir. « Ah !» fit-il en s'y contemplant avec complaisance. « Maintenant, je suis présentable. Disparais, Ariel. » Ariel sortit de la chambre de son pas lourd et bruyant, avec l'obéissance muette d'un animal apprivoisé. Je lui dis bonsoir quand elle passa près de moi. Elle ne répondit pas à mon salut. Elle ne me regarda même pas.
Ma parole ne parut pas même arriver à sa grossière enveloppe. Elle était redevenue la créature insensible et inanimée qui nous avait ouvert la porte, et elle allait rester dans cet état jusqu'à ce qu'il plût à Miserrimus Dexter de lui parler de nouveau. « Valéria, me dit ma belle-mère, notre hôte attend discrètement que vous lui fassiez connaître le but de votre visite. » Pendant que mon attention s'était arrêtée sur sa cousine, Dexter avait roulé son fauteuil de mon côté et me faisait face, de façon que la lumière de la lampe tombait en plein sur lui. Quand j'ai parlé de son intervention dans le procès de mon mari, j'ai, sans le vouloir, anticipé sur ce que j'ai à dire ici de lui. Je voyais maintenant de près sa physionomie brillante d'intelligence, ses grands yeux bleu clair, ses longs cheveux châtains, ses mains effilées, fines et blanches, son cou délicat et puissant. La difformité, qui faisait un si triste contraste avec les mâles beautés de sa tête et de son buste, était cachée aux yeux par une robe orientale aux couleurs multiples, étendue sur son fauteuil comme un couvre-pied. Il portait un veston de velours noir, attaché librement sur sa poitrine par des boutons de malachite. Des manchettes en dentelle garnissaient ses poignets, comme au siècle dernier. Était-ce faute d'intelligence de ma part ? Je ne voyais rien en lui qui trahît la folie, rien qui, lorsqu'il me regarda, me fit détourner la tête. Le seul défaut qu'il me fut possible de distinguer dans sa figure était peut-être au-dessous des tempes, au coin extérieur des yeux. Là, quand il riait, et même un peu quand il souriait, la peau se contractait en petits plis, en petites rides bizarres, tout à fait en désaccord avec l'apparence presque jeune qu'avait le reste de sa physionomie. Sa bouche, autant que la barbe et les moustaches me permettaient d'en juger, était petite et délicatement modelée. Son nez, d'une forme parfaite, droit comme un nez grec, était peut-être seulement un peu trop mince, en proportion de ses joues pleines et de son front haut et large. Pris dans son ensemble, et en le considérant avec les yeux, non sans doute d'un physionomiste, mais d'une femme, je ne pus m'empêcher de déclarer que ce visage était extraordinairement beau. Un peintre y aurait vu un modèle pour une tête de Saint-Jean, et une jeune fille, qui n'aurait rien su de la difformité que cachait la robe orientale, se serait dit, au premier coup d'œil, « Voilà le héros de mes rêves !» « Eh bien, madame Valéria, dit-il du ton le plus calme, est-ce que je vous fais peur maintenant ? » « Certainement non, monsieur Dexter. » Ses yeux bleus, doux comme des yeux de femme, transparents comme des yeux d'enfant, se fixèrent sur moi avec une expression étrange, qui tout à la fois me toucha et m'embarrassa. D'abord, il y eut dans son regard un doute pénible, puis ce regard exprima une admiration si complète, si franche, si ouverte, qu'une femme un peu vaniteuse se serait imaginé qu'elle avait fait sa conquête à la première vue. Soudain, une nouvelle émotion s'empara de lui. Il laissa tomber sa tête sur sa poitrine, il leva les mains avec un geste de regret et murmura des phrases inachevées, comme se laissant aller à de secrètes et mélancoliques pensées, qui semblaient l'entraîner loin du présent et le plonger de plus en plus profondément dans quelques pénibles souvenirs du passé. Ça et là, je saisis quelques mots. Peu à peu, je me surpris, essayant de pénétrer le mystère de ce qui se passait dans l'âme de cet homme étrange. « Une figure beaucoup plus charmante, » murmurait-il. « Mais non, non, pas une figure plus charmante. Quelle figure fut jamais plus belle que la sienne ? Il y a quelque chose, mais non pas tout de sa grâce. » Quel est donc le trait de ressemblance qui réveille son souvenir dans ma mémoire ? L'inclinaison de la tête, peut-être. Pauvre ange, martyr. Quelle vie ! Et quelle mort ! Quelle mort !
Me comparait-il, en ce moment, à la victime du poison, à la première femme de mon mari ? Ces paroles entrecoupées semblaient justifier ma supposition. Si cela était, il aurait donc aimé la morte ? Oui, il n'y avait pas à se méprendre sur l'accent brisé de sa voix quand il parlait d'elle. Il l'avait admirée vivante. Il la pleurait morte. En supposant que je pusse réussir à obtenir la confiance de cet homme extraordinaire, qu'en résulterait-il ? Gagnerais-je ou perdrais-je à la ressemblance qu'il croyait avoir découverte en moi ? Ma vue lui apporterait-elle une consolation ou une peine ? J'attendais avec impatience qu'il me parlât plus longuement de la première femme de mon mari. Mais pas un mot sur elle ne sortit plus de sa bouche. Un nouveau changement se manifesta dans le cours de ses idées. Il leva la tête, comme réveillé en sursaut, et regarda autour de lui, comme un homme fatigué pourrait regarder s'il était tout à coup troublé dans un profond sommeil. « Qu'ai-je fait ? dit-il. Ai-je encore abandonné mon âme à la dérive de mes pensées ? Il frissonna et soupira. « Oh, cette maison de Gleninch ! N'en chasserai-je donc jamais le souvenir ? Oh, cette maison de Gleninch !» À mon grand désappointement, Madame Macallan coupa court à cette révélation commencée de Dexter. Dans le ton et dans la façon dont il avait nommé la maison de campagne de son fils, quelque chose l'avait sans doute offensé. Elle intervint et dit avec amertume et fermeté. « Doucement, mon ami, doucement. Je crois que vous ne savez pas bien ce que vous dites en ce moment. » Les grands yeux bleus de Dexter lancèrent sur elle comme un éclair de colère. D'un tour de main, il approcha son fauteuil de Madame Macallan. Puis il la saisit par le bras et la contraignit à se pencher assez pour qu'il pût lui parler à l'oreille. Il était violemment agité. Ses paroles furent dites assez haut pour que je pusse les entendre de ma place. « Je ne sais pas ce que je dis, » répéta-t-il en fixant ardemment ses yeux, non sur ma belle-mère, mais sur moi. « Vous avez la vue basse, ma bonne dame. Où sont vos lunettes ? Regardez-la. Ne voyez-vous pas ? Non dans son visage, mais dans sa tournure. Une ressemblance avec la première femme d'Eustache. »« Pure imagination, » répondit Madame Macallan. « Je ne vois rien de pareil. » Il lui secoua le bras avec impatience. « Pas si haut, lui dit-il à l'oreille. Elle pourrait entendre. »« Je vous ai entendus tous les deux, repris-je. Vous n'avez pas à craindre, monsieur Dexter, de parler devant moi. Je sais que mon mari a eu une première femme, et je sais de quelle façon malheureuse elle est morte. J'ai lu le procès. »« Vous avez lu la mort et la vie d'une martyre ?» s'écria Dexter. Il roula son fauteuil de mon côté. Il se pencha sur moi presque tendrement, les yeux pleins de larmes. « Personne ne l'a apprécié à sa juste valeur, dit-il. Personne, si ce n'est moi. Personne que moi. » Madame Macallan se dirigea avec impatience vers l'autre extrémité de la chambre. « Quand vous serez prête, Valéria, je le suis, dit-elle. Nous ne devons pas faire attendre plus longtemps les domestiques et les chevaux sur cette place ouverte et glacée. » J'avais un intérêt trop profond à ce que Miserrimus Dexter poursuivît le sujet auquel il avait touché pour vouloir le quitter en ce moment. Je feignis de n'avoir pas entendu Madame Macallan. Je posai ma main, comme par mégarde, sur le fauteuil de Dexter afin de le retenir près de moi. « Vous avez montré, dans votre déposition, lui dis-je, en quelle haute estime vous teniez cette dame. Je crois, monsieur Dexter, que vous aviez des idées à vous sur le mystère de sa mort. » Il avait tenu ses yeux fixés sur ma main, appuyé sur le bras de son fauteuil, jusqu'au moment où je risquais cette question. En l'entendant, il leva soudainement les yeux et me regarda au visage en fronçant les sourcils d'un air de défiance. « Comment savez-vous que j'ai des idées à moi là-dessus ?» me demanda-t-il d'un ton sévère.
Je l'ai compris en lisant le procès, répondis-je. Le procureur général vous a interrogé et s'est exprimé presque dans les termes dont je viens de me servir. Je n'ai nullement l'intention de vous offenser, monsieur Dexter. Sa figure se rasséréna aussi rapidement qu'elle s'était assombrie. Il sourit et posa sa main sur la mienne. J'éprouvais une sensation de froid à ce contact. Tous mes nerfs frissonnèrent. Je retirai vivement ma main. « Je vous demande pardon, dit-il, si je vous ai mal comprise. J'ai, en effet, des idées à moi sur cette pauvre victime. » Il fit une pause et me regarda en silence avec une profonde attention. « Avez-vous aussi quelques idées à vous ? Demanda-t-il. « Quelques idées sur sa vie ou sur sa mort ?» J'étais au comble de l'anxiété. Il fallait, par ma franchise, l'encourager à parler. Je répondis à sa question. « Oui. »« Sont-ce des idées que vous avez communiquées à quelqu'un ?» continua-t-il. « Je ne les ai, jusqu'à présent, communiquées à âme qui vive. »« C'est bien étrange, » dit-il, en cherchant encore à lire dans mes yeux. « Quel intérêt pouvez-vous prendre, vous, à une femme morte que vous n'avez jamais connue ? Pourquoi m'adressez-vous cette question précisément à cette heure ? Avez-vous une raison pour venir me voir aujourd'hui ? » J'avouai hardiment la vérité. Je répondis. « J'ai une raison. »« Une raison qui se rapporte à la première femme d'Eustache Macallan ? » ?»« Oui. »« Se rapporte-t-elle à quelques circonstances de sa vie ? » ?»« Non. »« À sa mort ? » ?»« Oui. » Il joignit soudain les mains avec un geste de sombre désespoir, puis pressa sa tête, comme s'il était frappé par une subite douleur. « Je ne puis entendre cela ce soir, » dit-il. « Je donnerais tout au monde pour l'entendre, mais je n'en ai pas la force. Dans l'état où je suis maintenant, je ne serais pas maître de moi. Je n'ai pas le courage de remuer l'horreur et le mystère de ce passé. Je n'ai pas le courage d'ouvrir la tombe de cette martyre. M'avez-vous entendu, quand vous êtes entré ici ? J'ai une immense imagination. Elle ne connaît pas de frein. Elle fait de moi un acteur. Je joue les rôles de tous les héros qui ne sont plus. J'entre dans leur caractère. Je me plonge dans leur individualité. Je suis, pour un moment, l'homme que je me figure être. C'est plus fort que moi. Si je voulais maîtriser mon imagination, quand ces accès me prennent, je deviendrais fou. Je m'y laisse aller librement. Cela dure des heures. Quand il me quitte, mon énergie est à bout, ma sensibilité est devenue effroyablement irritable. Que des idées tristes ou terribles s'emparent de moi dans ces moments-là, et je suis capable d'avoir une attaque de nerfs ou de pousser des cris involontaires. Vous m'avez entendu crier en arrivant ici. Vous ne devez pas me voir dans mes attaques de nerfs. Non, Madame Valeria, non. Je ne voudrais pas, pour tout au monde, vous donner ce spectacle effrayant. Voulez-vous revenir demain, dans la journée ? J'ai acheté une chaise et un poney. Ariel, ma délicate Ariel, sait conduire. Elle ira vous chercher chez Madame Macallan. Nous pourrons causer demain, à l'heure où je suis en état de le faire. Je meurs d'envie de vous entendre. Je serai courtois, intelligent, communicatif, dans la matinée. En voilà assez pour aujourd'hui. Ne parlons plus de ce sujet qui m'agite et m'intéresse trop. Je dois calmer mon cerveau, ou il fera éclater son enveloppe. La musique est le véritable palliatif pour les cerveaux irritables. Ma harpe, ma harpe. Il fit rouler précipitamment son fauteuil jusqu'à l'extrémité la plus éloignée de la chambre. Se croisant avec Madame Macallan, comme elle revenait vers moi pour hâter notre départ. « Allons, dit la vieille dame avec impatience. Vous l'avez vu, il s'est suffisamment montré à vous. Un plus long entretien pourrait être fatigant. Partons. » Le fauteuil revint vers nous plus lentement. Miserrimus Dexter ne le faisait plus rouler qu'avec une de ses mains. De l'autre, il tenait une harpe d'un modèle que je n'avais vu jusque-là qu'en peinture. Les cordes en étaient peu nombreuses et l'instrument était si petit qu'on pouvait le tenir aisément sur le genou. C'était l'antique harpe que les peintres mettent dans la main des muses et des bardes gallois de la légende.
« Bonsoir, Dexter, dit madame Macallan. Il leva une de ses mains d'un air impératif. « Attendez, dit-il, permettez qu'elle m'entende chanter. Je ne veux pas qu'une autre qu'elle m'inspire, continua-t-il. Je compose moi-même ma poésie et ma musique. Je les improvise. Laissez-moi réfléchir un court moment. J'improviserai pour vous. » Il ferma les yeux et appuya la tête sur sa harpe. Ses doigts en effleurèrent légèrement les cordes pendant qu'il méditait son sujet. Au bout de quelques minutes, il releva la tête, me regarda et fit entendre les premières notes de sa cantilène en forme de prélude. Était-ce de la bonne ou de la mauvaise musique ? Je ne pourrais même dire si c'était vraiment de la musique. C'était une suite de sons sauvages, barbares, monotones, qui ne ressemblaient en rien aux compositions modernes. Tantôt, on eût dit une danse orientale, au rythme lent et onduleux. Tantôt, elle me rappelait la sévère harmonie des vieux chants grégoriens. Les vers qui suivirent ce prélude étaient aussi sauvages, aussi libres de toute règle de la prosodie, que la musique l'était des lois de l'harmonie. Ils étaient évidemment inspirés par la circonstance. J'étais le thème de cet étrange chant. Alors, avec une des plus belles voix de ténor que j'ai jamais entendues, mon poète chanta ainsi. « Pourquoi vient-elle ? Elle ranime le passé, elle fait revivre la morte, elle a sa grâce, elle a sa marche. Pourquoi vient-elle ? Est-ce le sort qui me l'amène ? Allons-nous errer tous les deux dans le dédale du passé ? Allons-nous pénétrer ensemble les mystères de ce qui fut ? Est-ce le sort qui me l'amène ? L'avenir le révélera. Que la nuit passe, que le jour vienne, je pourrai lire dans son cœur, elle pourra voir dans le mien. L'avenir éclaircira tout. » Sa voix s'affaiblit, ses doigts touchèrent de plus en plus légèrement les cordes à mesure qu'il approchait des derniers vers. Sa tête se pencha sur son fauteuil. Au dernier, ses yeux se fermèrent doucement. Il s'endormit, enlaçant sa harpe entre ses bras, comme un enfant s'endort en étreignant un nouveau jouet. Nous sortîmes de la chambre sur la pointe des pieds et nous laissâmes Misérimous Dexter. Le poète, le compositeur, le fou, plongé dans un paisible sommeil. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour accéder plus facilement à la suite. Merci de mettre un pouce ou liker ou mettre un commentaire. À bientôt.